Coucou guys. Coucou. Écoute, on se retrouve pour faire des vidéos. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, Parti, on hein. commence. On commence. Comment ça va? Ça va et toi hein? Bah fatigué mais ça va. Bronzée, hein. Bronzé. Elle a fait la bronzette, hein. Une nouvelle vidéo. Ouais. Une quand mignonne, même. non une mignonne. On fait sur un personnage et sur une maison. On va parler de Martin Margiela. Très tendance en ce moment, la Ouais. Margiela, hein. Donc Martin Margiela, Qui naît en 1957 à Louvain. en Belgique. D'un père polonais et d'une mère belge. Quand même un petit peu de mise en bouche. Son enfance se déroule dans un climat familial modeste, mais sensible à l'art, ce qui va beaucoup influencer notamment sa vision de la mode. Margiela était un enfant extrêmement timide, mais très observateur et sensible à l'esthétique. Un peu comme tous les grands créateurs en fait. Exactement. Ils ont la même, franchement ils ont la même enfance. Démarquez-vous. Sa mère était coiffeuse et j'ai trouvé, en tout cas sur l'internet, visiblement, Margiela adorait observer, travailler le cheveu. Il y avait ces idées de transformation manuelle et d'artisanat un petit peu du cheveu. C'est vrai que j'en ai entendu parler parce que j'avais fait une recherche sur les cheveux. D'ailleurs hyper intéressant si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Il est aussi extrêmement fasciné par les textiles de par sa grand-mère qui était couturière. Ça va lui transmettre le goût du travail manuel et de l'art du textile. Quand il était enfant, il adorait dessiner. Il s'amusait aussi à créer des vêtements pour ses poupées. Son objectif, c'était pas de nécessairement jouer avec les poupées, c'était interroger leur forme, leur fonction. Donc on avait vraiment déjà cette idée de l'utilité du vêtement, de l'utilité des interactions. Et petite anecdote, peut-être que c'est faux, mais prenez-le. Il paraît que c'est à 7 ans, en regardant un défilé de la maison de couture Courrèges, qu'il aurait décidé à devenir créateur de mode. Adolescent, il suit une formation artistique à Hasselt pendant 3 ans. Et puis après, il se dirige À l'Académie royale des beaux-arts à Anvers. à Angers, t'as dit? Il a été diplômé donc là-bas en 1979. Il y entre en 74. Il fait sa formation dans le département mode, qui est extrêmement récent d'ailleurs à l'académie, mais déjà extrêmement réputé pour son exigence et son esprit d'innovation. Ça a l'air super cool. Même parce que à l'époque, je regardais les écoles de mode. Genre, j'aimerais trop y aller. Peut-être qu'un jour, on C'est des ira dans beaux-arts, des écoles quoi. de mode. On fera des vlogs dans les écoles de mode et après, on fera un classement des écoles de mode. C'est rendu, ses travaux, en fait, ils étaient déjà assez Remarquez. remarqués par ses professeurs. Parce qu'il y avait déjà cet ADN, il y avait déjà ces trucs d'upcycling, etc. Donc c'était déjà assez remarqué à l'époque. Il suit notamment ses cours aux côtés de futurs grands noms comme Anne de Meulemeester, Dries Van Noten, Walter van Berendank, ceux qui d'ailleurs deviendront par la suite ce qui a été nommé par la mode les 6 d'Anvers. On est vraiment des super-héros. C'est hyper drôle. Margiela, lui, va rester très en marge de ce groupe-là. Il ne s'est jamais reconnu dans cette identité des 6 d'Anvers. De toute façon, je pense que vous avez un peu le personnage de Margiela. Hein. Il parle pas, il n'y a pas de caméra. Il veut faire que des vêtements. Il veut faire que des vêtements et de la C'est socio. tout. Mais franchement, il veut pas de fame, il veut rien. Ouais, on ils s'en y reviendra foutent, après. déjà. Mais vraiment. Contrairement à certaines personnes qui veulent de la fame Ouais. avec la mode, Jacques Mus. L'académie est réputée pour son approche radicale du vêtement. Les étudiants doivent développer une identité vestimentaire, enfin de travail extrêmement forte et puissante. On ne peut pas se contenter du ventre mou. Et ils sont encouragés à remettre en question les traditions et à expérimenter avec des matériaux, des formes, des nouvelles idées. Je pense notamment à Iris Van Harpen. Walter aussi remet beaucoup en question les formes et tout, la manière de penser le vêtement. C'est vraiment l'école qui force à faire ça, contrairement à d'autres écoles. Cette formation place la créativité individuelle au cœur de tout. C'est vraiment l'idée de s'exprimer soi. On a vraiment le développement presque d'une théorie philosophique à travers le vêtement. Tu le disais, Margiela se fait notamment repérer dans son projet de fin d'études. Il a ce truc de vouloir travailler l'aspect brut du vêtement et inachevé. Des vêtements qui sont pas forcément cousus jusqu'au bout. On voit les trous, coutures, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il a développé, notamment à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers. Marie Prigeot, qui est un de ses professeurs, impose aux étudiants une rigueur technique extrême. C'est lui qui a beaucoup influencé Margiela. Donc Marie, si tu passes par là, pas sûr que... Mais bon. Tu sens envie, mais... Mais si jamais... Margiela va justement profiter de tout truc de travailler sur son identité et tout pour travailler sur la doublure et l'envers du vêtement. Ce qui va l'intéresser, c'est ce qui se cache derrière et pas ce qu'on voit tout le temps. L'école permet aussi, de par sa formation, de pouvoir s'intéresser à des échanges plus internationaux. Les étudiants ont notamment la possibilité d'assister parfois à des défilés à Paris ou à Milan. Margiela va aussi être influencé par la mode japonaise et notamment par Rei Kawakubo. Donc il va vraiment développer une esthétique déconstructiviste qui est vraiment le cœur
cœur et l'impulsion de toute l'ADN de sa Margiela, marque. ouais. Et donc, c'est la mode de Rei Kawakubo, c'est l'avant-garde française, c'est le travail hyper minutieux que ses professeurs lui ont appris, c'est le contexte d'une mode belge qui n'existe absolument Non. pas à cette époque-là et qui est en plein essor. Donc, il y a la possibilité de créer ce qu'on veut. On est vraiment sur une toile vierge, donc éclate-toi. Ce qui va caractériser son ADN et ses créations, c'est la notion d'imparfait. C'est un des mots-clés avec le déconstructivisme. Qualifier l'art de Margiela, c'est qu'il ne cherche pas la perfection et la beauté. Il va chercher vraiment le côté plus sociologique du vêtement, le côté plus artisanal du vêtement. Il n'est pas du tout dans une mode qui doit se faire vendre, qui doit être belle, qui doit plaire. Il est vraiment dans ce truc de comprendre que le vêtement peut faire, comment est-ce qu'il est construit. Et donc c'est pour ça qu'il va le déconstruire du coup. Ouais. D'ailleurs, pour tous ces trucs, ces présentations, etc., qu'il a eu pendant l'école et même un peu après, c'était des trucs recyclés déjà à l'époque. Petit fun fact, du coup aussi, il allait toujours aux puces et il prenait presque tout de là parce que déjà il n'avait pas l'argent pour pouvoir tout acheter. Il allait là-bas pour se servir et créer à partir des trucs qu'il allait trouver en brocante. Parce que pour lui, il n'y avait pas cette nécessité de produire à nouveau quelque chose, Exactement. alors qu'on avait déjà de quoi produire autour de nous, qu'il suffit juste de réutiliser, de réinvestir les choses. Ah mais c'est marrant, t'as pré-shot ce que j'allais dire juste après. Ah bah voilà. Putain, c'est dingue. Pré-shot. On peut le mettre dans le bingo. Cette approche reflète justement sa posture critique face à la surconsommation et à la consommation ostentatoire, qui est extrêmement caractéristique des années 80. Cette volonté de rompre avec ça aussi, avec Margiela. Parce que lui, l'ostentatoire, no way. Il en a rien à foutre. Hein. Rien à voir. Mais vraiment, rien à foutre. Vous allez voir juste après, mais il en a rien à faire. Il valorise la liberté de création, l'expérimentation, la remise en question des systèmes et des normes. Il nourrit cette conviction que la mode peut aussi être une démarche subversive et conceptuelle, loin de toutes les strass et paillettes qu'on voit hyper souvent. Et encore plus, je trouve aujourd'hui encore plus. Aujourd'hui, c'est horrible. Aujourd'hui, c'est catastrophique. C'est strass et paillettes de partout. Mais voilà, soyez un petit peu comme Margiela. Alors, moi, j'aime bien, mais à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. On dose la paillette. On dose la paillette. Voilà. Fin de son adolescence. Globalement, ce qu'il a travaillé pendant les années 60, mi-70, fin 80, mi-80, ouais. C'est l'esprit du collectif qui va marquer tout son truc, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va refuser, on en parlera tout à l'heure, mais la starification, la volonté d'innover plutôt que de briller sur le devant de la scène, et c'est ce refus de l'individualité. Il développe très tôt, et c'est lié avec sa personnalité dont on a parlé quand il était enfant, mais le goût de l'effacement. Il n'apparaît nulle part, il ne veut apparaître nulle part, et on le verra encore plus par la suite, puisque pour le moment, il n'est pas connu, et il va le rester toute sa vie. Il y a une photo de lui sur Internet. Ouais, on ne mettra aucune photo de lui dans cet épisode, puisqu'on respecte la volonté de Margiela de ne pas apparaître sur le devant de la scène. On en parle parce que ça reste une figure importante et que c'est essentiel de comprendre comment est-ce que sa maison a évolué, donc il faut le comprendre lui aussi. Mais on respecte le concept qu'il ne veut pas exister au-delà de sa marque. On parle de lui puisque sa marque part de lui, mais globalement, on va surtout parler de la marque. Dans les années mi-80, Margiela quitte la Belgique pour aller en à France. Paris. Super drôle du coup, puisqu'il arrive à Paris. Du coup, lui, les strass, les paillettes, il aime pas trop. Les gens hyper, flamboyants, si je peux dire ça. C'est pas qu'il aime pas, mais en tout cas, c'est pas sa DA. C'est pas sa personnalité. Voilà, mais 1984, Jean-Paul Gaultier. Voilà, juste assistant Jean-Paul Gaultier. Qu'on est forcément dans la démesure, dans tout ce que tu veux. Première expérience professionnelle. C'est en phase avec ce qu'il est, avec ce qu'il veut faire. Non, mais en 1984, il devient donc premier assistant de Jean-Paul Gaultier. Ça va vraiment lui permettre de jouer pour détourner les codes. Il va vraiment apprendre avec Jean-Paul. Il va vraiment apprendre justement à déformer le corps, à oublier le genre, tout ce que tu veux. En fait, il va poursuivre le travail de déconstruction qu'il avait déjà maturé, mais avec quelqu'un qui a déjà un peu d'expérience. Qui a déjà de l'expérience, qui a déjà vécu sa marque. Quoi de mieux pour son développement personnel que de travailler puisque ici, on est dans un rayon de développement personnel. À cette époque-là, il était toujours anonyme. Dans la légende, il paraîtrait qu'il ne répondait que aux fax et que du coup, il avait répondu à un fax. Mais Amélie ne tombe sur nous. Jean-Paul Gaultier l'a qualifié de son meilleur assistant. Quand même, c'est quelque chose. On voit bien que Martin, c'était pas n'importe qui, le petit Marthe. Non, c'était pas n'importe qui. Au sein de la maison Gaultier, qui va le démarquer, c'est sa discrétion.
Ce que vous vous doutez bien, comme l'a expliqué Joris, c'est que c'est une maison qui parle beaucoup, qui est grandiloquente. Et Martin, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Lui, il veut que du vêtement. C'est pas ça. Que du vêtement, que du vêtement, que du vêtement. Petit fun fact, petite anecdote. Ouais. Cet épisode va être rempli d'anecdotes, je pense. Une rumeur raconte qu'un défilé où un mannequin était absent au dernier moment, Margiela se serait retrouvé à marcher pour Jean-Paul Gaultier, très loin de ce que Margiela fait habituellement. Il paraîtrait qu'il a marché extrêmement vite, plus vite que ce qui était demandé, justement parce qu'il n'était pas du tout à l'aise à marcher. J'imagine trop. C'est une vraie anecdote? Bah, j'ai trouvé sur plusieurs trucs. Ok. Donc voilà, après, vous savez, c'est les rumeurs de la mode. Oui. Donc parfois... Oui. Voilà, prenez ça avec des pincettes, mais en tout cas, ça serait très drôle Ça si serait c'était très une vraie drôle rumeur. si c'était vrai, ouais. S'il y en a qui ont eu vent de cette anecdote-là, dites-le dans les commentaires. Dites-le-nous. Voilà. Mais j'ai trouvé ça sur plusieurs trucs, sur des Ok. petits blogs, des sites et tout. Je me suis dit, on la raconte. raconte. En précisant qu'on n'est Ouais. pas sûr de sa véracité, Mm. mais on raconte. On raconte. Voilà. Parce Bah, que c'est et marrant. Eric, t'étais pas dans le public. Eric. cette époque-là. Eric, est-ce que tu as vu ce moment-là de mode? Je crois que toi, t'étais né. Il était tout petit. Déjà Tu vois. star petit, genre. Il est né, il était déjà en France. Ouais, déjà. voilà. Faut pas qu'on oublie ça. Tu m'as fait peur. Cette expérience chez Jean-Paul Gaultier va lui permettre de maîtriser les techniques de construction du vêtement, tout en développant un goût prononcé pour la déconstruction et leur remise en question. Même si c'était quelque chose qu'il avait déjà, comme vous le savez, les processus artistiques évoluent en fonction des expériences qu'on a. Là, il a eu une expérience qui lui a permis encore plus d'accentuer et de mieux comprendre le phénomène. Parce que en fait, comme il était pas là dans je vais mettre des baleines, je vais mettre des machins et tout, bah ça en fait il calatait pas, genre franchement il connaissait pas. Et donc du coup, il a appris. Exactement. Avec Avec Jean-Paul. Il découvre que la mode peut être une forme d'expression artistique radicale et collective, et cette période jette les bases pour la construction de sa propre maison. Il fonde en 1988 avec l'intention de casser les codes Ouais. de la mode qui étaient établis. Guys, d'ailleurs, on est désolé si on est un petit Ouais. peu KO. Oui, voilà. On a eu beaucoup de galères techniques. Technique, galère personnelle. Il y a eu galère, une coupure de courant. On n'avait pas fait les backups. On a une caméra qui s'allumait plus. Voilà. Mais tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Margiela voit le vêtement non seulement comme un objet esthétique, mais aussi et surtout comme une architecture. Et c'est pour ça qu'il déconstruit les choses. Il va déconstruire les formes classiques du vêtement. Et il va dévoiler les coutures, il va retourner les vestes. Et il montre le travail qui jusque-là était véritablement invisibilisé par tout le travail d'esthétisation du vêtement. En fait, je vais pas chercher à rendre beau ces vêtements. Ouais. Il va vraiment interroger les codes du luxe. Et il va interroger aussi la beauté. C'est beaucoup une démarche qu'on va retrouver d'ailleurs dans les créateurs des années 90. Ouais. Cette approche illustre à la perfection sa volonté de réfléchir à la fonction des choses, mais aussi au contexte social du vêtement. Les pièces ont une histoire, c'est une trace de fabrication qu'il refuse d'effacer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il utilise des vêtements qui ont déjà existé, puisque ça souligne l'idée que la construction de quelque chose ne n'est pas ex nihilo, mais qu'elle s'appuie sur les bases qui sont construites par le passé. Et donc on le disait, il y a la notion d'imperfection volontaire comme geste artistique qui valorise ce qui est habituellement rejeté par la mode mainstream. Il refuse de personnifier la marque, il ne veut pas que la marque tourne autour de lui, il veut qu'elle tourne vraiment autour de ces notions-là. Parce que ces couturiers, etc., ils devaient être en blouse blanche tout le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que les vendeurs Oui. des boutiques Margiela portent des blouses, Des blouses aussi. blanches. C'est l'idée encore de continuer le côté artisanal, Ouais. même jusque dans la boutique. C'est rigolo parce que et au final ça devient une institution et ça devient un truc où c'est repérable. Parce que ça se démarque de tout Exactement. le reste. Donc en voulant s'effacer quelque part, Ouais. il a créé En fait, quelque chose il de- s'est marginalisé Ouais. en faisant ce geste-là. En fait, la marge, on la voit. Ouais, c'est ça. Et on la constate beaucoup plus que la masse. Mm. Et donc, du coup, il s'est, Mm. malgré lui, mis en avant. Mais c'était pas dans sa volonté que d'exister sur le devant de la Exactement. scène. Quoi. Il ne signe jamais ses vêtements. Non. Il cache son visage. Ouais. Il veut véritablement qu'on considère les pièces chez Margiela comme étant une œuvre collective et pas comme étant l'œuvre d'une personne. Quoi. ouais. Puisqu'il a bien conscience qu'il est juste un engrenage dans le rouage. Du coup, il valorise le travail, la collaboration entre les employés, une remise en question permanente à la fois de lui, son rôle en tant que directeur artistique, mais aussi une remise en question de la société. Il supportait très peu la notion de hiérarchie et il était vraiment dans l'écoute de ce qui se passait, notamment de ce que pouvaient dire ses équipes, et il les sollicitait énormément. Il politise véritablement la mode en un espace de dialogue et d'expérimentation sociale où le créateur est anonyme. Et c'est en 1988 que Margiela va créer sa marque à Paris, associée avec Jenny Merens. C'est une styliste et entrepreneur qui joue véritablement un rôle clé. Il avait un slogan, c'était « Rien ne se perd, tout se transforme ». Lavoisier. Voilà, c'est ce que j'ai entendu, bien évidemment, pareil, avec des pincettes. La maison démarre très
très modestement dans un petit appartement parisien avant d'ouvrir première boutique. D'ailleurs, au niveau de ses vêtements, quand il va commencer justement à créer pour sa marque, il va aller exclusivement dans Fripe, le marché aux puces de Paris, à Saint-Ouen. Il y allait tout le temps, il achetait tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi, non, puisqu'au final, il donnait vie à tous ces objets. On dirait moi quand j'ai commencé à faire les fripes. Pas dans une démesure, tout ce qui peut lui servir à créer quelque chose. Le premier défilé de Maison Margiela a lieu en 1998 pour présenter la collection Printemps-été. Cette présentation se tient au Café de la Gare, qui est loin des cadres somptueux habituels des défilés de Fashion Week. Margiela impose immédiatement une esthétique radicale et iconoclaste, offrant une vision de la mode où le vêtement devient une expérience. Alors, j'ai lu, mais encore une fois, je suis pas sûre. Peut-être que Eric pourra nous informer. L'invitation était imprimée sur une simple page de journal avec l'heure et le lieu encerclés en feutre rouge. C'est un geste qui reflète déjà son goût pour le détournement. J'ai lu aussi que le podium était un assemblage de longues toiles blanches posées sur le sol. Les mannequins passent par-dessus, laissant des empreintes rouges sur les toiles pour symboliser une création en train de se faire et un peu la création artistique. Les mannequins sont masqués, insistant encore une fois sur le vêtement plutôt que sur la personnalité ou l'individu. Les silhouettes sont longues et effilées, ce qui contrastait avec l'usage des matériaux comme des tabliers de boucher détournés en robe. Vous savez, celle en plastique là. Ou des vestes taillées dans des vieilles robes en tulle. Le choix des lieux alternatifs et la mise en scène déconstruisent les codes habituels du défilé de mode. On est vraiment dans un truc très cool. On est dans un truc hyper cool. Café, il y avait des clients. Il investissait véritablement le lieu. C'est ça. Pour lui, la mode était partout. Elle n'était pas juste enfermée dans les salons parisiens. Elle allait en dehors. Et il fallait aussi que tout le monde puisse voir ce genre de création. Je choisis la personne que je veux à mon front row. J'appelle les agences de communication pour appeler tous les influenceurs. Allô Lucien. La bise à Lulu. Il ne signait pas ses créations, il refusait de les signer. C'était juste un petit carré blanc. Au fur et à mesure, ces petits carrés blancs, exactement, se changent en numéros. Mais en gros, c'est chaque département. On va avoir du coup la couture qui est le 0, on va avoir les parfums, les meubles, les machins. Parce que il va pas juste se contenter du prêt-à-p, il va faire plein de choses autres, plein de chiffres différents qui chacun renvoient à un département précis. Et cette volonté de refuser de signer brouille les pistes quant à l'auteur précis du vêtement, ce qui est une rupture majeure avec les codes traditionnels de la mode. Mais ça signifie que l'œuvre est collective et pas individuelle. Exactement. Contrairement aux autres créateurs qui se mettaient au centre du monde. Exactement. Cette période donc de début de création de sa marque jusqu'à peu près mi-90, fin 90 est marquée par des expériences qui sont souvent provocantes. Les défilés dans des lieux inattendus, l'intégration d'éléments extérieurs comme des enfants dans les défilés, des mises en scène qui impliquent le public, donc on a vraiment ce truc de jouer. Ce serait hyper drôle de voir Anna danser avec une mannequin dans un terrain vague. Dans les années 1990, Margiela va transformer ses défilés en expérience sociale. De la période mi des années 90 jusqu'au début des années 2000, il y a vraiment ce truc où il va expérimenter artistiquement. Artistiquement, socialement, publiquement, tout ce qui se finit en ment en fait. Que des expériences. Voilà. Et d'ailleurs, il lance sa ligne de haute couture, donc artisanale, basé quasi exclusivement sur le recyclage, l'upcycling. Chaque confection, comme on a haute couture, va être fait à la main, à partir de vêtements chinés, déjà portés, déconstruits. Les défilés de Martin sont rapidement devenus célèbres pour avoir transformé la traditionnelle présentation de mode en véritable happening artistique, où la frontière entre le vêtement, performance d'art et critique sociale se brouille. Margiela s'attaque dès ses débuts au format classique et glamour des défilés, en privilégiant des expériences immersives, conceptuelles et souvent déroutantes. Toutes ces années 90, il va faire des collections qui vont être plus farfelues possibles et imaginables, surtout les lieux qu'il va... Très insolites. Exactement. On va avoir par exemple des hangars désinfectés. Un terrain vague dans le 20e arrondissement de Paris. Des souterrains. Des stations de métro désaffectées, abandonnées. Des vieux entrepôts.
des cages d'escalier. Tout ce qui était abandonné. Voilà, il aimait bien tout ce qui était à l'abandon, underground. Voilà. Un peu comme McQueen, hein. Il adorait faire ça aussi. Ouais, c'est vrai. À Londres. On est vraiment dans des espaces très bruts, loin des podiums, et ça renforce cette atmosphère anticonformiste. D'ailleurs, ces mannequins ne sont absolument pas des grands mannequins. Hein, Par ailleurs, Margiela intègre très régulièrement les habitants du quartier dans ses mises en scène. Dans le célèbre défilé de 1989, on a justement les enfants du voisinage courent et jouent autour des mannequins. Puis les invitations elles-mêmes sont parfois fabriquées par les enfants. Ça souligne vraiment l'envie de créer dans la collectivité, dans l'idée de lien humain. Ces choses se vont souvent avec des éléments absurdes. On a des mannequins qui remplacent des portants, on a des cintres comme accessoires, on a des vêtements agrandis à partir de modèles pour poupées, et on a des pièces qui sont volontairement usées ou mal ajustées. Pour parler du maquillage, les mannequins étaient soit avec un voile, les fameux masques, soit il y avait du maquillage, genre il y avait des croix, où c'était complètement balafré, c'est très expérimental. Très expérimental. Comme ces vêtements. Pas qu'on reconnaisse en fait la personne, et pour qu'il y ait une sorte d'anonymat de la personne. La performance ne se limitait pas à l'apparence, c'est véritablement un geste critique des choses. Donc là, on en parlait, la société individualiste, le capitalisme, la surconsommation. Justement, Margiela utilise tout ça pour questionner. Il veut bousculer les choses, il veut faire réagir. La mode doit faire quelque chose. La mode doit faire réagir et faire provoquer des réactions chez les gens. Il y en a qui ont bien oublié. Et ces défilés ne sont pas des événements commerciaux, mais des expériences collectives et artistiques. Ça fait véritablement art contemporain. Et d'ailleurs, Margiela, c'est comme ça qu'il va affirmer que ses créations ont vraiment un but intellectuel et artistique subversif, en privilégiant bien évidemment le contenu à l'apparat. Et d'ailleurs, dans sa ligne 0, qui est la ligne artisanale, donc haute couture, tu le disais, mais il va aussi continuer cette expérimentation autour des vêtements upcyclés. Ce qu'il veut, c'est vraiment expérimenter encore plus. Donc là, il va se libérer des codes de l'idée de ça doit être portable, et il va expérimenter encore bien. Mais c'est pas de la soie ou je sais pas quoi. Ça peut en être, mais en tout cas, pas des trucs neufs. Donc vous voyez, c'est possible de faire des vêtements, même en tant que grand couturier, avec des trucs qui sont très vieux. Et ça permet aussi une critique implicite de la surproduction dans la mode. Au-delà de la question de la consommation, on a aussi la question de la surproduction, puisque du coup, lui, il ne produisait pas de vêtements neufs. Bien évidemment, à mon avis, il devait quand même utiliser des trucs neufs, mais l'essentiel de tout ce qu'il utilisait, c'était l'upcycling. C'était vraiment le roi de l'upcycling. Il avait notamment fait des colliers avec des bouchons de champagne. Enfin, vous voyez, il utilisait vraiment tout ce qu'il pouvait trouver et tout ce qui stimulait son cerveau pour créer. Il n'était pas dans un truc où c'est trop compliqué, hop, je appelle un fournisseur. Il était vraiment dans une démarche où son truc, c'était de questionner véritablement le vêtement, son usage, qu'est-ce qu'on peut en faire, l'utilité et tout. Et la citation de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vraiment ça, c'est vraiment hyper représentatif de Margiela. Et d'ailleurs, c'est pendant ces années-là, certaines pièces qui sont quand même construites, notamment, vous vous en doutez bien, les tabis, mais il a fait les topless dans les années 90. C'était des tabis où il y avait juste la semelle et le talon, et il fallait tout scotcher. Tu scotchais à ton pied et t'avais ta tabis. On peut mettre du scotch Balenciaga maintenant. Oui, on peut. Bah ouais, crossover, voilà. Durant toutes ces années, début de la marque, 88, jusqu'au début des années 2000, on a véritablement une consolidation de la vision du collectif, et Margiela lui-même est quasiment invisible de la marque. Il ne participe jamais au défilé. Vous voyez, souvent, les créateurs viennent saluer à la fin des défilés. Jamais. Et d'ailleurs, Galliano a repris ce truc-là. Il n'est jamais venu saluer, qui est très bien. Et il laisse véritablement la place à son équipe incarner la maison. Donc, il est vraiment dans ce truc que tu le disais, familial. Vraiment, on peut parler d'une maison là. Et c'est d'ailleurs un engagement politique qu'il prend de refuser d'être individualisé comme ça. Encore une fois, c'est contre la starification qui est héritée d'Hollywood et la marchandisation du créateur de mode. Il ne voulait pas que le marketing, mais il ne voulait pas marketer autour de sa personne. C'est pas du tout son objectif. Et d'ailleurs, chaque membre contribue véritablement à la recherche, aux expérimentations techniques et artistiques. Il n'engageait pas des gens pour faire à sa place, il engageait des gens qui avaient un savoir-faire qu'il ne maîtrisait pas forcément, moins bien, et qui pouvaient véritablement lui expliquer et lui conseiller sur des trucs. C'est pas une volonté d'engager des gens parce qu'ils voulaient pas faire, mais c'est parce qu'il y avait ce truc de je n'ai pas les capacités, je le sais, je vais demander à quelqu'un qui a les capacités. Et je ne vais pas me mettre au-dessus de cette personne parce que du point de vue de la hiérarchie, je suis au-dessus. Je vais rester à la même place que lui puisque factuellement, je suis en dessous de lui dans le savoir-faire. Il était fou des vêtements. Je l'aime trop. Je sais pas, il est encore en vie? Non, il est mort. Ah putain. Mais non, il est en vie. Genre, Martin, si tu vois cette vidéo, il ne la verra pas, mais si tu vois cette vidéo... Bah, tu sais pas, hein. L'underground, tout Who ça. knows? J'aimerais trop parler avec toi.
Les années 2000. Bam, c'est fini. Alors, les années 2000, année un peu compliquée, un peu complexe, un peu tendue, un peu j'aime pas, puisque en fait, Maison Martin Margiela va rentrer dans une certaine industrie et va du coup être rachetée par des grands groupes. En 2002. En 2002, exactement, par OTB. Martin Margiela est racheté majoritairement, donc ça veut dire qu'il a encore une partie, Oui, bien sûr. mais qu'il est minoritaire, est racheté par Only the Brave, donc tu l'as dit OTB, qui est fondé par Renzo Rosso, qui est le créateur de Diesel. Par contre, ils vont prendre le contrôle total en 2006. Ce rachat s'inscrit dans la volonté d'accompagner le créateur qui avait une forte créativité, mais qui manquait souvent de stabilité financière, mauvaise maîtrise des comptes. Et donc, sous la direction d'OTB, la maison Margiela entre véritablement dans une phase de transition commerciale importante. Faut savoir que quand même, attention, Margiela reste quand même dans son truc d'anonymat, reste de création. Ça retire absolument rien à sa vision. Il va continuer à s'effacer publiquement, il va confier toujours son travail à ses équipes, de direction artistique, tout ça, enfin voilà. Cette organisation lui permet de se concentrer sur l'aspect créatif pendant que le groupe gère l'aspect business. Les résultats commerciaux sont assez significatifs. Entre 2002 et 2005, le chiffre d'affaires de la maison passe d'environ 15 millions d'euros à plus de 30 millions d'euros. En 2008 d'ailleurs, la marque devient enfin rentable. Vous avez vu, ça a mis du temps quand même, Margiela, contrairement à d'autres. Il avait confiance en son karaté, genre. Le rachat, en fait, est vraiment purement économique que Bernard Arnault. Pas une destruction complète des ADN. On reste, tu fais ce que tu veux, je gère les comptes. On a gardé la magie et les voyantes. Voilà, exactement. Pas comme chez certains. D'ailleurs, avec cette croissance économique, on va avoir l'ouverture de nouvelles boutiques qui va aussi permettre de soutenir cette croissance économique. On va avoir le développement de nouvelles lignes de produits, disaient les nouveaux départs. D'ailleurs, Rosso souligne que Margiela, jusqu'à la fin, vérifiait constamment chaque étape de la fabrication et était autorisé à refuser certaines propositions que le groupe pouvait faire. Donc il y a vraiment cette idée que, ok, on a le groupe, il faut qu'il fasse de l'argent parce qu'il est en grande partie à nous, mais tu décides des trucs, genre, on te fait confiance. Ça montre véritablement la volonté de maintenir l'intégrité artistique, politique et compagnie qu'avait insufflé Margiela à sa marque. En même temps, c'est véritablement l'ADN, quoi. Tout ça n'a pas duré très longtemps, hein. Moins de 10 ans, quoi. Moins de 10 ans après, en 2009. Voilà, 2009, il quitte Maison Margiela sans explication. C'est en octobre 2009 qu'il annonce officiellement son départ de la direction artistique de la maison. Ça peut, entre guillemets, je trouve, son acte, confirmer la volonté de ne pas être une star et tout. Exactement. Comme s'il quittait un CDI, quoi. Ouais, voilà, exactement. Il est vraiment resté dans fidèle à lui-même. Ouais. Contrairement à d'autres qui avaient des idées politiques au début et qui maintenant font des défilés sur des îles. Tu parles de Jacques Mus, hein? Ah! Mais moi j'ai lu. Ouais. Il y a des petites rumeurs de couloir. Il y a des petites spéculations de la mode qui diraient que c'est à cause de désaccords avec Renzo Rosso, notamment en ce qui concerne la volonté de ce dernier à transformer la maison en une marque internationale, à renforcer l'aspect commercial du truc, qui aurait pu rentrer en conflit avec une vision extrêmement radicale et expérimentale de Margiela. Après son départ, c'est l'équipe de stylistes de la maison continue à travailler collectivement sur les collections, puisque la maison est sans directeur artistique officiel pendant plusieurs années. Et dans les derniers défilés qu'il va produire pour la maison, il va continuer de manière beaucoup plus intense à dénoncer la superficialité croissante du luxe, basée sur l'image et la nouveauté perpétuelle. Et il va continuer à critiquer la consommation de plus en plus effrénée. Et surtout la surproduction. Là, depuis Shein, je pense qu'il est en PLS, le coco, plaidant pour un sens plus profond et durable des créations de mode. Les désastres de la mode, on n'en avait pas forcément conscience à cette époque-là, ou en tout cas c'était très en marge. J'adorerais faire un tour dans les archives de Maison Margiela. Eric, tu passes par là. Je suis sûr qu'il y a des trucs extrêmement intéressants et précieux à consulter. Les gens de la mode devraient consulter et prendre conscience de ces archives-là qui sont extrêmement importantes pour le monde d'aujourd'hui. 2014, l'arrivée de notre petite Johnny à la tête de la création de Maison Martin Margiela. Ça constitue un tournant majeur dans l'histoire de la maison. Après petit souci médiatique, Galliano fait son grand retour dans la mode et il prend en charge les lignes créatives, y compris le prêt-à-porter féminin et masculin. C'est un choix qui est perçu comme extrêmement audacieux puisque complètement à l'opposé du style de Margiela, Galliano c'est un flamboyant, il est riche en références historiques, il a une forte théâtralité, que Margiela est célèbre plutôt pour une esthétique plus minimaliste, radicale et anonyme. Anonyme. Donc le contraste entre la personnalité extravertie de John et la culture de la discrétion et
de l'effacement initié par Martin Margiela est assez frappant. Renzo Rosso disait que, quand il a nommé Galliano, il disait que ça devait apporter une nouvelle âme créative, charismatique à la maison. Et petit fun fact, la première collection de Galliano pour Maison Margiela en 2015, lors de la Fashion Week de Londres, puisque pour la première fois Margiela ne défile pas à Paris, mais à Londres, et d'ailleurs dans un décor minimaliste en hommage à Margiela. D'ailleurs, c'est sous Galliano que MM6 reprend de la vie, Prêt-à-porter accessible qui a été créé en 1997 à la base. par Margiela lui-même. Voilà. Désormais, sous l'impulsion de la Galliano, ils vont enfin, en fait, diffuser. Les pièces vont être beaucoup plus contemporaines, beaucoup plus lisses, simples. Ça va être un peu plus simple et un peu moins intellectualisé comme Exactement. les pièces traditionnelles de chez Margiela. C'est moins anticonformiste. Mais ça garde quand même l'ADN. Évidemment, on reste quand même toujours sur des trous, sur des petites fils apparents, Ouais, sur... les Enfin voilà. déconstructions et Exactement. compagnie. Mais le pull est pullé, quoi. MM6 va commencer à présenter des collections dans des Fashion Week, notamment à celle de New York, je crois. Ça va véritablement permettre à la marque de pérenniser encore une fois son système. Petit fun fact, petit point commerce. MM6 est disponible dans plus de 70 boutiques dans le monde et dans les grands magasins internationaux. Voilà, je fais de la Et on a un petit code pro. Et oui, car en fait, cette vidéo est sponsorisée par MM6. Voilà, on va changer les vêtements tout de suite. Et voilà. C'est faux, du coup. Vous l'aurez compris. Et avec tout ça, tous ces changements, et notamment l'arrivée très récente de Glenn Martins, Maison Margiela pose une question assez fondamentale pour le secteur. Comment est-ce qu'on peut préserver l'ADN créatif d'un fondateur mythique tout en évoluant dans un monde de plus en plus commercial et mondialisé? Depuis sa fondation en 88, Maison Margiela a été un laboratoire d'innovation et d'expérimentation. Mais littéralement un laboratoire, genre. C'est d'ailleurs pour ça que les blouses blanches, Oui. les blouses laborantines, et cet ADN créatif conservé dans les nouvelles créations, mais on a forcément des transformations avec les changements de direction. Pendant la période de 2009 à 2014, on n'a pas vraiment de changement, puisque les équipes respectent complètement. Avec l'arrivée de Galliano, forcément, on va avoir une théâtralisation. Ouais. Fallait pas s'attendre à d'autre chose. Hein. Mais on a quand même une tentative de respecter l'ADN de base de la marque en y mettant cette nouveauté un peu plus contemporaine. Glenn Martins annonce en 2025 vouloir amorcer un retour au minimalisme, mêlant expérimentation contemporaine et renforcement de l'héritage. Et il y a vraiment cette idée, pose question, c'est que Margiela a créé un contre-modèle, celui du créateur invisible, et interroge la valorisation médiatique habituelle des figures de la création. Et cette posture politique pose la question de la pérennité d'une maison quand son fondateur s'efface, puisque l'héritage de Margiela n'est pas uniquement esthétique comme beaucoup de maisons, mais il est véritablement politique. Il invite à repenser la consommation, durabilité, place de l'artisanat et la critique du star system. Et donc, la maison, depuis ses débuts et encore aujourd'hui, tente de questionner le luxe à travers des pratiques comme le recyclage, la déconstruction et la valorisation de l'imperfection. D'ailleurs, la question de... en fait, justement, c'est la question de la pérennisation en fait, de l'ADN de la marque qui se pose, puisque on a eu forcément Galliano qui a su, qui a une success story chez Margiela. Il va avoir ses successeurs aussi, donc il y a eu le successeur de Martin, le successeur de la John, et maintenant c'est Glenn Martins. C'est Glenn Martins. Est-ce que Glenn Martins va s'inscrire dans l'ADN? Est-ce qu'il va vraiment faire quelque chose de bien ou pas? Enfin, tu vois, ses successeurs ont quand même un peu, je trouve, ce truc de honorer un héritage de réflexion sur la collectivité et surtout de continuer d'innover malgré une conjonction sociale, politique, démographique, tout ce que tu veux, qui peut être compliqué à tout ça, mais il y a quand même cet héritage qui doit perdurer et pérenniser, et on espère en tout cas que les successeurs, John, donc Glenn et peut-être d'autres, on ne sait pas, se serviront de tout ce que Martin a fait et tout ce que John a peaufiné sur le travail de... John qui est resté quand même 10 ans chez Margiela. Qui est resté 10 ans, ouais. Et d'ailleurs, c'est toutes ces techniques qu'il a créées lui-même, elles sont référencées sur un petit grimoire. J'aimerais trop. Ouais, moi aussi. Et il l'a laissé à son départ de Margiela pour laisser aux équipes le temps de réapprendre d'autres trucs. C'est comme une recette de cuisine, les recettes de cuisine des grands-mères. Voilà. Exactement. Margiela reste du coup une icône majeure dans l'histoire de la mode contemporaine,
à la fois par son esthétique révolutionnaire, ainsi que par sa posture singulière face à la célébrité. Il a profondément influencé toute une génération de créateurs, et sa vision a ouvert la voie pour un monde plus durable, plus radical, où le vêtement était à la fois objet artistique et critique. Et ses idées ont notamment été reprises dans une certaine mesure par des maisons comme Vêtements, Balenciaga, Anderson, qui ont adopté le concept de déconstruction, de détournement, d'effacement. Et il a vraiment participé à démocratiser le travail autour des matières, notamment des matières récupérées, bien avant que la tendance de l'upcycling devienne majeure, notamment avec Marine Serre, imposant un regard vraiment innovant sur la durabilité d'un secteur du luxe. En fait, le truc, c'est que tu peux pas faire semblant. Il faut que ça soit vraiment des convictions que tu as. Et quand tu t'as pas ces convictions-là, ça fonctionne pas. Marine Serre, en fait, no shade, mais je veux dire, à un moment donné, c'est pas j'ai l'impression que c'est pas son combat. Tu vois, et qu'elle le prend par-dessus la jambe, en fait. Parce qu'en fait, il faut vraiment s'intéresser au-delà de juste la question écologique du vêtement et durabilité. C'est vraiment la notion de sociologie qui est essentielle à comprendre. Mais pourquoi eux, ils le font pas, quoi? Mais en tout cas, ce qui caractérise vraiment notre bon vieux Martin, on fait la petite bise s'il passe par là, c'est vraiment cette idée d'artisanat, d'invisibilité, de tout ça. Mais j'ai vraiment adoré découvrir plus. Alors, on connaît très peu sa vie, on connaît très peu de lui, contrairement à d'autres créateurs. C'est pour ça qu'on n'a pas dédié de vidéo complète à lui, et aussi pour respecter sa volonté de ne pas être une star. C'est vraiment le présenter. C'est vraiment le présenter pour mieux comprendre la marque. On espère qu'en tout cas ça vous a intéressé, cette petite présentation de Martin et de sa marque. Sachez que cette vidéo a pour objectif d'être introductif, entre guillemets, à une autre vidéo qu'on sort à la fin du mois, quand vous voyez cette vidéo. Et qu'on tourne demain, nous. Voilà, on espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous a plu, que vous avez appris des trucs. Si vous avez des trucs à nous apprendre dans les commentaires, n'hésitez pas. Ah ouais, je suis sûr qu'il y a plein de trucs sur... un peu underground. Vous nous direz aussi si la vidéo de la fin du mois va vous plaire. On espère, en tout cas. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va aller dormir. On va aller dormir. Il est très tard. Et puis voilà, les YouTubades, comme d'habitude. Oui, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, blabla. Enfin, bref, tout ça. La cloche de notification pour recevoir les notifications. C'est qui faisait ça? C'était pas Sylvain Goued? Je sais plus. Bref, très peu important. On vous fait des bisous. On vous fait des bisous. Reposez-vous, faites pas comme nous. Dormez. Et on vous laisse pour une prochaine vidéo. Voilà. Bisous.